Bonjour à tous, merci à la CST et au FEMI de nous accueillir. Donc moi, ce que je vais vous présenter, ça va rebondir un petit peu ce que a dit Christian Landais sur la pollution des fluides frigorigènes. Donc c'est l'évolution de la réglementation des fluides frigorigènes. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui, dans un premier temps, vous intéresse, mais c'est quelque chose que vous allez utiliser dans vos pompes à chaleur ou dans la climatisation des salles de projection. Avant toute chose, il faut savoir qu'une pompe à chaleur, en fait, déjà, est écologique puisqu'on ne crée pas de chaleur. La chaleur, elle est dans l'air ou elle est dans le sol, comme le disait Olivier. On peut aller chercher des calories ou des frigories dans le sol et on les retransmet. Donc c'est plus facile à transférer quelque chose qu'à fabriquer quelque chose. Alors, je vous propose une petite introduction sur la réglementation des fluides frigorigènes. Il y a deux réglementations qui existent, c'est la REACH et la F-Gaz, et on fera une petite conclusion. Donc, la réglementation, c'est simple, c'est tout appareil qui est frigorifique doit correspondre et doit respecter la réglementation en vigueur, qui est donc la REACH et la F-Gaz. On avait pour objectif, et ça c'est la F-Gaz qui le disent, par rapport à 2015, de réduire de 80% la tonne équivalente de CO2 en émissions de gaz en 2030. Donc, moins 80% par rapport à 2015. Tout est en fonction du CO2 puisque c'est le référentiel, le gaz référentiel pour la pollution. Et arriver à zéro émission en 2050. Donc pour arriver à zéro émission, il y aura des subterfuges, par exemple replanter des arbres. Ce sont des choses qui sont déjà notifiées dans tout ce qui est les méthodologies écologiques. Alors, la REACH, donc c'est les acronymes, c'est l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation chimique. Donc c'est-à-dire sur l'Europe, pour l'Europe, on va enregistrer ce qui vient et ce qui est fabriqué, tous les éléments chimiques potentiellement, nocifs. On va les évaluer et on va les autoriser à être déployés sur le territoire. L'utilité, bien évidemment, c'est de sécuriser tous les systèmes et les personnes, donc la Terre et aussi les personnes. Ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on ne se doute pas réellement, c'est que c'est des molécules qui se retrouvent un petit peu partout. Et donc, c'est l'épiphase. Alors, je ne vais pas vous le dire parce que je ne sais pas le dire. Hein. C'est les perpolyoacrylés. Et c'est souvent des substances qui ont une propriété hydrofuge, donc qui résistent à l'eau. Et on considère que ces épiphases, sont des molécules permanentes. C'est-à-dire qu'elles ne se détruisent pas. On entend beaucoup actuellement sur des molécules, justement, sur les nappes phréatiques. Et donc, elles sont nocives. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a tout ce périmètre que vous voyez là-haut qui l'utilise. Donc, ça va des poils anti-adhésives, ça va sur les vêtements type Gore-Tex, Sympatex, mais aussi, par exemple, le maquillage qui est waterproof. Et dans notre métier, donc les frigoristes, c'est la TFA. Donc, je ne vais pas vous la dire non plus, mais c'est une molécule qui se retrouve dans les HFO. Donc c'est tous les fluides frigorigènes 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 3. D'accord ? Donc ce sont des fluides frigorigènes généralement inflammables. Et vous avez aussi, alors c'est technique, hein, le 513A qui est un mix des deux entre HCFC et un HFO. Il y a 50-50 grosso modo. Donc tout ça, en fait, ce sont des produits qui ont cette molécule et qui est permanente. Normalement, l'Union européenne en 2025 devrait statuer et devrait mettre en application l'interdiction de toutes ces molécules-là
en 2026 ou 2027. Faut savoir que c'est des molécules qui n'existent pas dans la nature. Ce sont des molécules synthétiques. Généralement le téflon en fait. L'AF-gaz, donc c'est la réglementation de l'utilisation des fluides frigorigènes et notamment des HFC. Et le but c'est de limiter la circulation en Europe de ces fluides frigorigènes et de limiter donc la pollution en équivalence carbone. Cette pollution-là, elle est donc dénommée en GWP ou PRP ou PRG. Donc c'est Global Warming potentiel ou potentiel de réchauffement planétaire ou potentiel de réchauffement global. Pour exemple, le R410, qui est un nouveau fluide frigorigène, qui était un nouveau fluide frigorigène, il a un GWP de 2080, donc ce qui fait qu'il a une pollution de 2 tonnes 0,8 en équivalence carbone. Le R32, qui est le nouveau frigorigène qu'on reçoit actuellement et qu'on vous met dans les climatisations, il a un GWP de 0,67 en tonnes équivalence carbone. Donc déjà, le R32 est 3 fois moins polluant que le 410, si vous avez des fuites. Si vous n'avez pas de fuite, il n'est pas forcément polluant. Aujourd'hui, c'était plutôt hier, effectivement, puisqu'en fait, la réglementation est sortie le 11 mars. Et la présentation date avant du 11 mars. Donc hier, au niveau de l'espace-temps, il n'y avait pas de limitation, que ce soit au niveau du R410 ou du R32. Aujourd'hui, donc en 2024, depuis mars 2024, la réglementation dit que jusqu'en 2027, il faudra faire des machines avec un GWP inférieur à 150 jusqu'à 50 kW ou égal à 50 kW. Ce qui représente des salles jusqu'à environ 300 places. En 2030, ça comprendra toutes les puissances frigorifiques, donc inférieures et supérieures à 50 kW. Donc, pour vous donner l'importance, c'est qu'en 2025, l'importation ou la mise en circulation en tonnes équivalentes de CO2 des fluides frigorigènes, ça va être 43 millions de tonnes. En 2030, ça sera 9 millions, 5 fois moins, à quelque chose près. D'accord ? Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les fluides frigorigènes vont être de plus en plus rares. Et bien évidemment, quand c'est rare, c'est cher. Alors, aussi, il ne faut pas paniquer, on va pouvoir utiliser sur des machines déjà existantes, jusqu'en 2050, donc jusqu'au zéro carbone, on va pouvoir réutiliser des fluides frigorigènes, donc recyclables ou régénérés. D'accord ? Notamment pour le R32. Plus pour le R32. Donc, il ne faut pas non plus paniquer. Il y a des choses. Mais pour les nouveaux projets, il faut trouver un fluide frigorigène sans P-Face, avec un GWP bas, et si on peut effectivement augmenter l'efficacité énergétique du fluide frigorigène, ça serait plutôt pas mal. Donc, actuellement, on est sur du R290, avec un GWP de 3. En global, on a une efficacité énergétique sur le compresseur supérieur à 10. Alors, il faut savoir que le R290, c'est du propane. Donc là, c'est pareil, au niveau des règles de d'installation et de maintenance, ça sera différent. En extérieur, il n'y aura pas trop de problèmes. En intérieur, il y aura certaines choses à appliquer. Il faut savoir que de toute façon, ça ne sera pas plus dangereux qu'une chaudière. On a tous une chaudière chez nous, ou peut-être plus maintenant, remarque, parce que c'est interdit. Mais voilà. Et donc, ça fait 15 ans que nous, on utilise du R290. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident. Tout va bien. Mais effectivement, il y a un apprentissage à ce niveau-là. Je vous remercie. Merci. Est-ce que les évolutions réglementaires liées au fluide
a déjà été transcrit dans le règlement de sécurité des ERP ou pas encore? Ça va venir La F-Gaz, elle est apparue donc le 11 mars. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Va falloir se mettre en conformité avec effectivement toute la réglementation incendie, si on utilise du R290. Qui fait quoi? Pour l'instant, c'est pas encore bien clair. On avait 8 minutes pour faire une présentation. Il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles que ça. On a potentiellement des passe-droits pour utiliser un fluide frigorigène supérieur à 150 GWP. D'accord. Si c'est pas possible de respecter la sécurité des personnes. Sauf qui définit si on peut respecter ou pas la sécurité des personnes. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas de retour à ce niveau-là. Il faut savoir que on peut toujours assurer la sécurité des personnes. C'est juste un moyen, un coût à mettre en place surtout dans les locaux techniques. À l'extérieur, il n'y aura pas réellement de problème. À l'intérieur, faut éviter, c'est du propane, il faut éviter des poches de gaz. Il faut éviter que s'il y a une fuite, la personne qui s'occupe de la maintenance vienne avec sa cigarette au bec allumée. Éviter de... C'est bête, mais il y a voilà, avec Macar, on a pu aussi constater que sur les toits, souvent, ils ont la clope au bec. Voilà, on est encore sur du R32. Il y a des mécanismes qu'il va falloir bannir. Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas qui va définir en fait si c'est réalisable ou pas. Est-ce que ça sera juste la sécurité des personnes? Est-ce que ça sera sécurité plus coût qui va venir trancher la solution? Là, j'ai pas de réponse. Après, c'est souvent qu'est-ce qu'on fait? On renforce les cloisons coupe-feu, on vient dans les faux plafonds, on vient mettre des ouvertures pour pouvoir les ventiler, pour éviter que justement le gaz ça puisse exploser. Donc voilà, donc ça sera des coûts, mais peut-être des coûts moindres. Je ne pense pas qu'il y aura un nouvel avis, un nouveau livre publié par les pompiers suite à ça. Ils vont juste plutôt le classer en risque important, et donc voilà, ça entraînera quelques points. Je reviens aussi tout à l'heure, parce que la sécurité incendie aussi, elle nous contraint sur les projets, ce qui est normal, parce que sécurité des personnes. Rendre les bâtiments plus compacts, c'est intéressant bien sûr. Si on les fait sur plusieurs niveaux, on a aussi des contraintes supplémentaires, des contraintes de coût, quoi. Donc il y a vraiment cette adéquation à bien réfléchir entre le programme et l'étalement urbain qu'on va avoir, mais ça entraîne des coûts supplémentaires, quoi. Je voulais rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Macara. C'est les relances. Les relances, effectivement, on en a besoin, surtout en hiver, parce que les températures dans les salles peuvent chuter. La première économie à faire, c'est de regarder vos heures creuses d'électricité pour faire la relance et après retravailler sur l'inertie. On a beaucoup discuté avec certains exploitants qui disent voilà, moi je mets ma machine une demi-heure avant, sauf qu'en fait ils sont en heure pleine et ça gonfle, au lieu de faire des économies, ça gonfle la facture d'électricité. Alors que s'ils l'avaient fait peut-être 2 heures avant et travaillant sur l'inertie, parce qu'en général les salles sont plutôt inertiques puisqu'elles sont bien isolées par l'acoustique, eh ben, vous pouvez gagner en gain sur la facture. Gagner en gain, c'est logique. Pardon. Merci. On a une dernière question, mais bon, parce que c'est Alain, c'est pour ça. Présente-toi pour ceux qui ne te voient pas derrière. Pardon. Donc moi je suis Alain Surmulé pour Noé Cinéma. Vous avez parlé du R410 et puis de l'évolution au R290. Toutes les machines actuellement
enfin, la majeure partie sont encore en R410 de mémoire. Il y en a certaines qui passent en R32. Est-ce qu'à terme, ces machines pourront être upgradées avec du R290 ? Alors, oui, mais pas facilement. C'est-à-dire que le R410, c'est un fluide frigorigène qui est classé A1, qui est non inflammable. Il est interdit de récupérer la tuyauterie et les batteries pour mettre un fluide frigorigène inflammable, voire très inflammable, type R290, qui est A3. R290, oui, qui est A3. D'accord ? Par contre, rien ne vous empêche de faire du rétrofit, du gros rétrofit, garder la carrosserie. C'est inflammable, donc il va falloir déporter ou cloisonner tout ce qui est système électricité comme on a sur le R32. Hein, on a le compresseur qui est hors compartiment technique électrique, ça c'est faisable, et derrière changer les tuyauteries et les batteries. Ça c'est quelque chose qui est faisable. Mais ça sera un gros rétrofit, pas comme les rétrofits qu'on a pu faire entre le 407 et le 410, en disant bon bah je garde certaines choses, ce qui n'était pas tout à fait, voilà, parce que le 407 et le 410, les pressions n'étaient pas tout à fait pareilles. Donc, mais bon, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'étaient pas forcément dans les règles de l'art. Mais ça sera possible, mais effectivement à un coût. Ce qui est important aussi, et ça il a raison, hein, Makara, c'est si vous avez des machines en poulie-courroie, faites du rétrofit ventilateur en plug fan, entraînement direct. C'est là où en fait on a vraiment fait un gap en termes d'économie d'énergie. Parce que, bon, on a gagné, là on va gagner, si on passe sur du 290, en moyenne 10% sur le compresseur. Entre le 407 et le 410, on a gagné 5%. Mais là où on a vraiment gagné, c'est quand on a changé la ventilation en ventilation entraînement direct. Là, vous allez vraiment avoir des belles économies à faire du fait qu'il n'y ait plus de poulies. Et en plus, vous allez gagner en maintenance, parce qu'il n'y aura plus de poulies qui a changé, et vous allez pouvoir aussi réellement avoir, si vous avez une supervision, le fonctionnement du ventilateur, parce que si la poulie est cassée, le ventilateur peut toujours tourner et vous n'allez pas le voir sur la supervision par exemple. Alors que si le ventilateur plug fan il est plus en fonctionnement, vous allez tout de suite le voir sur la supervision. Voilà. Merci à tous pour votre attention.